Mesdames et messieurs les représentants de la France en Serbie, mesdames et messieurs les représentants de l'Institut français, collègues respectés, chers amis, bienvenue à Kolarac. Nous nous réjouissons que le programme de ce soir soit aussi une sorte de continuation d'une longue tradition de la coopération culturelle entre nos deux institutions, et en même temps le début d'un nouveau cycle d'événements intitulé « Demain, nos villes ». Pourquoi la ville? Parce que c'est notre quotidien, que nous vivons enveloppés dans l'urbain et que nous nous posons tous, en France comme en Serbie, grosso modo, les mêmes questions sur l'avenir de nos cités, lesquelles cités font face aux mêmes défis. Que pouvons-nous apprendre les uns des autres sur ce sujet qui nous concerne tous? J'imagine le contraire, mais aussi peut-être un autre scénario. C'est-à-dire nous ne voulons pas être dans une ville au sens dans la gestion de la prévision, de la perspective qui concerne la France philosophique. Une ville durable, la question ne se pose pas seulement comment ériger une ville, mais comment vivre dans cette ville. Nous sommes tous différentes, nous participons, nous adhérons aux différentes religions, différentes nations, nous sommes tous de différents âges. Les questions, les groupes sont très hétérogènes. Même en parlant Belgrade-Paris, on pourrait dire que Belgrade est beaucoup plus petite que Paris, mais néanmoins il y a des problèmes qui se ressemblent. Le premier intervenant, M. Thierry Paco, est professeur, maître de conférence, beaucoup d'universités, mais il s'appelle soi-même philosophe urbain, philosophe de ville. Je vais commencer mon exposé maintenant, ça m'a permis de gagner 3 minutes, en vous disant simplement la chose suivante, c'est que les théoriciens de l'écologie n'ont pas véritablement réfléchi à la ville. On peut être tout à fait surpris, étonné, de regarder que ces théoriciens, aussi bien américains, anglo-saxons, pour aller vite, italiens, français, etc., n'ont pas eu comme préoccupation la ville. Ils ont eu comme préoccupation tout simplement la croissance zéro, pour reprendre le titre du rapport du Club de Rome de 1972. Et là-dedans, la question cruciale était le nombre d'habitants sur Terre. Et à l'époque où ces premiers écologistes réfléchissaient au monde et à son devenir, il y avait 1,5 milliard d'habitants. Nous en sommes à 7 milliards. Donc vous voyez, là, il y a déjà un changement d'échelle considérable. Donc ces écologistes, ces théoriciens, et je commence à les situer, si vous voulez, dans la lignée d'Emerson aux États-Unis au milieu du XIXe siècle, eh bien, ne vont pas poser cette question de la ville. Elle ne s'opposait pas en ces termes. Par contre, il y a eu des praticiens, je fais un peu une petite différence entre théoriciens et praticiens, il y a eu des gens qui, eux, ont tout de suite dit la grande ville, elle est polluée, elle est surpeuplée, elle est anxiogène, elle est pas facile à vivre, il faut aller habiter ailleurs. Alors je vais vous décrire quelques noms simplement de théoriciens de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui ont eu des idées pour imaginer des lieux urbains qui ne soient pas la grande ville, mais qui ne soient pas non plus le village rural. Et donc ces lieux urbains
se figure sous la plume d'un géographe russe immigré en Angleterre qui s'appelle Piotr Kropotkin, sous la plume d'un sténotypiste qui s'appelle Ebenezer Howard et qui va inventer la Garden City, la cité-jardin, et sous la plume d'un syndicaliste belge qui s'appelle Emile van der Velde et qui va être le premier à formuler la théorie de l'exode urbain, c'est-à-dire comment quitter les grandes villes pour aller repeupler les campagnes. Je vous signale qu'à l'époque, évidemment, en Belgique, il y avait 2 recueils de poèmes qui avaient un succès très important. Le premier s'appelle « Les campagnes hallucinées » d'Émile Verhaeren, 1893, et le second s'appelle « Les villes tentaculaires », 1895, toujours du même Émile Verhaeren. Donc vous voyez que cette préoccupation, cette espèce de panique de la grande ville qui prolifère de tous les côtés et qui, du coup, dans ces tentacules, au lieu d'épanouir chacun d'entre nous, le contraint, si vous voulez, à une étroitesse d'existence, eh bien, la solution préconisée par Émile van der Velde, c'était de quitter ces grands centres urbains et d'aller urbaniser les campagnes. Vous voyez, l'expression est très importante, urbaniser les campagnes. Ebenezer Howard, lui, définit une cité-jardin comme étant un lieu à l'écart de la grande ville, mais relié à celle-ci par des trains électriques. Nous sommes dans la banlieue de Londres, et on va à Londres très facilement, et la cité-jardin idéale pour lui, c'est 35 000 habitants, la propriété du sol est collective, et il y a une ceinture verte, et il y a surtout 2 à 3 000 paysans. Donc il y a une agriculture urbaine, on se nourrit de ce qui est produit localement, on vit là dans un environnement, si vous voulez, le plus champêtre possible. Et Kropotkin, lui, c'est un libertaire, comme vous le savez certainement, un ami d'Élisée Reclus, et il est évidemment en rupture avec le collectivisme, et il veut de l'habitat individuel éparpillé dans une ville-jardin. Voilà, pour aller très très vite, 3 exemples de la fin du 19e, début du 20e siècle. Alors je saute, évidemment, un siècle, et j'en arrive à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a, de par le monde, une multitude d'expérimentations, très peu connues. Ça ne fait pas la une des journaux, c'est pas très sexy à montrer à la télé, d'autres, on n'en sait pas grand-chose. Je vais simplement les lister, puisque j'ai encore 5 minutes, 10 peut-être, bon. 10 minutes. Merci, 10 minutes. Très bien, il faut toujours négocier. Hein. Donc, c'est très bien. Alors, une de ces villes, c'est la ville en transition, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est Totnes, en Angleterre. C'est une ville qui existe depuis 5-6 ans, où l'ensemble de la population, unanimement, a décidé d'entrer en transition. En transition de quoi? De la chose suivante. Les élus et les citoyens de cette ville étaient très inquiets de 3 choses. Le pic pétrolier, le réchauffement climatique et la raréfaction des matières premières. Devant ces 3 clignotants, si vous voulez, de l'impératif écologique, ils ont décidé d'économiser toute leur consommation. Donc ça s'appelle la ville en transition. Sreten Vujević, profesor sociologije. Znamo se, čini mi se, iz davnih dana... Monsieur Sreten Vujević, professeur de la sociologie, je pense que ça fait longtemps que nous nous connaissons, de l'époque où il y a eu une autre manifestation qui a été appelée Communication. Un groupe d'urbanistes et d'architectes avait réfléchi sur notre ville qui, à l'époque, était socialiste. Il fallait donc réfléchir au nombre de personnes qui devaient y vivre, etc. Et je pense que le professeur Vujović avait la chance et la malchance de devoir écrire de nombreux titres, parmi lesquels la culture, la sociologie, etc., la sociologie urbaine, mais également Belgrade en tant que ville post-socialiste, etc. Profesor Vujović, govorimo o održivom razvoju. Lorsqu'on parle de développement durable, on peut penser à ce que la croissance économique devrait nous amener à ce que les ressources naturelles soient suffisantes pour le développement et qu'il ne soit pas insuffisant pour cela. Donc il faudrait avoir suffisamment de l'air pur, de l'eau, du vent, etc. pour assurer toute l'énergie.
La question qui se pose de savoir est qu'est-ce que ça veut dire une ville soutenable pour notre époque actuelle. Aujourd'hui, on parle surtout de glocal. C'est pas élégant comme mot, mais c'est juste de le dire, globalisme, global et local. Local et global.